Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Nous commençons l'actualité en vous parlant de la signature d'un accord de coopération entre le FPR Inkotanyi et le Parti communiste chinois. L'accord de coopération consiste au partage des connaissances en matière de conservation des sites culturels et historiques. Le point avec Patrick Nilitanti. Une délégation en provenance de la Chine effectue une visite officielle au Rwanda, délégation composée des membres du Parti communiste chinois. L'objectif de cette visite est de renforcer la coopération après près de 20 ans de bonnes relations entre les deux partis. Les accords signés portent notamment sur la coopération et le partage de connaissances en matière de conservation des sites culturels et historiques, ainsi que sur la création d'une école politique au Rwanda. Dans un entretien exclusif avec Protais Musoni, conseiller principal du secrétaire général du FPR Inkotanyi, ce dernier a présenté à Arabié certains éléments clés du nouvel accord et les avantages attendus. Icyambere no kureba inzu ndangamuco izerekana urugendo rwo kwibohora. Le premier point porte sur les monuments qui devaient être érigés et qui montrent le parcours des FPR dans la lutte des libérations et de la construction d'un Rwanda nouveau, et il sera réalisé à Mulindi et pourra montrer à la prospérité cette histoire. Nous souhaitons que ces bâtiments comportent 3 étapes, avant, pendant et après la guerre des libérations. La deuxième partie de ce point d'accord est la construction d'une école de formation politique pour les futures élites de la formation politique du FPR Inkotanyi. Avant la signature de cet accord, le chef de la délégation du Parti communiste chinois, le parti au pouvoir en Chine, l'honorable Yao Hujin, et le groupe qu'il dirigeait ont d'abord visité le mémorial du génocide de Kigali, situé à Gisozi, en vue de rendre hommage aux milliers de Tutsis massacrés lors de ce génocide. Sur place, ils ont reçu des explications sur l'histoire de ces génocides, avant, pendant et après, ainsi que de la résilience de Rwandais. La délégation a également visité la salle historique de la lutte pour arrêter les génocides, située au sein des bâtiments du Parlement sur la colline de Kimihurura. Sur place, le guide leur a expliqué la lutte pour arrêter les génocides, notamment le rôle historique et héroïque des forces de l'APR, l'armée patriotique rwandaise, le bras armé du FPR Inkotanyi. Le ministère des Finances et de la Planification économique a annoncé qu'au premier trimestre 2025, le produit intérieur brut du pays avait augmenté de 7,8% par rapport au premier trimestre 2024. Le secteur des services a contribué le plus à cette croissance comparée aux autres secteurs. Suivons le détail. Le ministère des Finances et de la Planification économique du Rwanda a révélé que le produit intérieur brut du pays, PIB, était passé de plus de 4 milliards à plus de 5 milliards de francs rwandais au premier trimestre 2025. Bien que le secteur agricole figure parmi les secteurs ayant le plus contribué à la croissance des produits intérieurs bruts du pays, PIB, les statistiques montrent que la production de certaines cultures de base a diminué. Par exemple, la production de maïs a diminué de 5% et celle de haricots d'1%. D'autres facteurs ont contribué à la hausse du produit intérieur brut du pays, PIB, au cours de ces trimestres, notamment la production des diverses industries de transformation qui a augmenté de 7% et la production du commerce du gros et du détail qui a progressé de 14%, globalement le secteur des services.
On est toujours dans les 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. On commence l'actualité de cette occasion. La communauté musulmane du Rwanda a commémoré pour la 31e fois le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Le site choisi est le mémorial du génocide de Gisozi, donc en présence du ministre de l'administration locale, du ministère de l'administration locale, Dr Mugenzi Patrice, de sénateurs, de députés, de représentants de forces de sécurité et de leaders de la communauté musulmane du Rwanda en provenance de 30 districts du pays. Au mémorial de Kigali, ils ont suivi des explications sur l'histoire de ce génocide avant, pendant et après et la résilience des Rwandais. Ils se sont donc par la suite inclinés devant les corps des plus de 250 victimes du génocide en déposant des gerbes de fleurs sur les tombes. Et maintenant, on va continuer avec le café littéraire qui s'est tenu en marge de la 31e commémoration du génocide contre les Tutsis. Un café littéraire s'est tenu cette semaine au Kigali Public Library autour du thème « Se souvenir, bâtir ensemble avec l'aide des réseaux sociaux ». Marie Nawugi, une conteuse d'histoire, est revenue sur la vie de Rose à travers un fil de 490 tweets que Marie a publié elle-même en 2019, retraçant le destin bouleversant et tragique de Rose, une rescapée du génocide contre les Tutsis. 5 ans plus tard, ce tweet récit reste d'actualité et continue d'émouvoir. Il illustre la manière dont les réseaux sociaux peuvent devenir un puissant outil de transmission de la mémoire collective, en particulier auprès des jeunes. À l'ère du numérique où l'intention se joue souvent en quelques secondes, Marie a su transformer Twitter en espace d'écoute, d'apprentissage et de réflexion. Pour Marie, certains comportements peuvent également être une forme de négationnisme. Par exemple, se taire sur les réseaux sociaux face aux messages qui minimisent ou nient le génocide. Donc, garder le silence quand on sait ce qui s'est passé, c'est déjà une forme de complicité selon Marie. Elle souligne aussi que quitter le pays en avril pour fuir la tristesse est encore plus grave. Que l'on ait perdu un proche ou non, ce souvenir est une responsabilité collective. La mémoire du génocide contre les Tutsis ne concerne pas seulement les victimes directes, elle appartient à toute la société. Donc selon Marie Nawugi, en tant que Rwandais, rester silencieux sur les réseaux sociaux, c'est faire place au négationnisme. Donc il est crucial d'agir, de parler, de transmettre pour que la mémoire reste vive et que l'avenir se bâtisse ensemble. Pour faire un commentaire, pour faire un décryptage, on est ici au studio avec Jessica Mwiza, doctorante et professeure adjointe en sociologie à la City University of New York, militante de la mémoire. Bonjour Jessica, merci de répondre à notre invitation. Pourriez-vous nous parler de la 31e commémoration, la particularité de cette commémoration au niveau de la diaspora? Déjà, pour replacer le contexte politique, je pense qu'il faut souligner que ça fait maintenant 1 an que les attaques à la mémoire et que l'accélération dans la diffusion de l'idéologie du génocide s'est produite. Je me rappelle par exemple l'année dernière, à peu près à cette même période, on était ici même à décrypter l'attaque massive au sein de l'initiative Rwanda Classified. Et donc cette commémoration, elle a été une commémoration de lutte. Une vraie commémoration de lutte, comparée à celle de l'année dernière. Et dans ce contexte, j'ai trouvé en tout cas qu'au niveau de la diaspora, il y a eu un redoublement d'efforts, énormément d'événements, que ce soit en France, en Belgique ou aux États-Unis où j'étais cette année. Par exemple, à New York, moi j'ai participé à 2 commémorations, celle de l'Organisation des Nations Unies, une nouvelle commémoration à l'université NYU, qui n'avait jamais connu de tel événement auparavant, et 2 commémorations à Boston dans des réseaux qui sont déjà travaillés depuis quelques années par les diasporas rwandaises. Et ce qui était très beau, c'était de voir à chaque fois dans la salle, par exemple dans les salles, une présence à la fois de Rwandais, mais chaque personne de la diaspora ramenait des amis, des collègues, des camarades. Et on voyait vraiment une forme de solidarité
qui montrent que quand on travaille nos réseaux, quand on travaille nos universités, nos lieux de travail, etc., on voit que ça porte ses fruits, que les gens se rendent compte que la mémoire du génocide est en danger, qu'il faut la protéger. Et donc les gens ont agi, que ce soit physiquement, en organisant des événements qui sont habituels, de nouveaux événements, et aussi en les partageant sur les réseaux sociaux, où là aussi il y a eu un redoublement d'efforts. Alors, vous êtes militante de la mémoire et aujourd'hui, le sujet est de comment se souvenir à l'ère des réseaux sociaux. Alors, comme Marine Naougi a invité les jeunes et tout le monde à être sur les réseaux sociaux, au-delà de la présence sur les réseaux sociaux, comment se passe donc, d'une manière concrète, que se passe-t-il? Alors oui, c'est vrai que ce sujet de la présence sur les réseaux sociaux, ça fait maintenant quelques mois, quelques années qu'on en parle pour essayer de faire en sorte que nous soyons plus nombreux, notamment les jeunes qui sont habitués, qui se connectent dès le matin, dès le réveil, qui regardent leur Instagram, leur Twitter, leur compte sur X. Donc sur le côté, il faut être présent. On a fait des efforts. Maintenant, il y a toujours une certaine passivité qu'il faut continuer à dénoncer et à combattre. On a des personnes qui produisent des vidéos sur TikTok d'une excellente qualité. Il faut se connecter et les partager. Il y a des personnes qui écrivent des textes. Il faut se connecter, les partager sur les réseaux, mais aussi commencer à avoir des stratégies un peu plus fines. Je sais que les Rwandais, nous sommes très nombreux sur la plateforme X, par exemple. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a d'autres plateformes. Il y a Threads, il y a Instagram, il y a Twitch, il y a TikTok, il y a Blue Sky. Et donc, il faut un petit peu réfléchir, chacun à son niveau. Moi, quel est mon public? Par exemple, si je veux m'adresser à des universitaires, à des personnes de culture, à des écrivains, beaucoup ont quitté la plateforme X. Il faut donc aller sur Blue Sky, il faut donc aller sur Threads. Si je veux m'adresser à un public très jeune, qui est plutôt friand de vidéos, il faut aller sur TikTok. Il faut vraiment qu'on adapte nos contenus, qu'on adapte nos luttes et le partage de notre mémoire à chaque plateforme et à son public. En essayant d'être un petit peu moins dans un côté schématique. Je vais sur Twitter, je poste, je m'énerve un petit peu, parce qu'en plus, malheureusement, on voit maintenant les algorithmes dans leur fonctionnement. Sur Twitter, on se parle un petit peu entre nous. Ouais. Beaucoup de Rwandais déjà convaincus partagent des posts de Rwandais déjà convaincus et ça finit par atteindre des publics déjà convaincus. Donc il faut essayer de modifier un petit peu, de changer sa stratégie et aussi d'entrer en solidarité avec d'autres peuples, d'autres causes pour qu'ensuite ils puissent aller observer nos messages à nous aussi. Ouais. Ça, c'est important. Alors, en termes de... Parce qu'on parle de préserver la mémoire, on pense aussi à transmettre aux autres générations, à une autre génération. Là, maintenant, du côté des jeunes, quel type de contenu sur les réseaux sociaux donc, peut être adapté pour transmettre, pour la transmission pour les enfants? Alors pour les enfants et pour les jeunes, moi je reste vraiment partisan d'expliquer le plus possible. On entend beaucoup aujourd'hui, les jeunes ne lisent pas, les jeunes ne s'intéressent pas. Je ne pense pas que ce soit vrai. Je pense qu'il faut faire attention au choix des mots, à peut-être essayer de ne pas trop entrer dans la technicité, de ne pas avoir un vocabulaire élitiste, mais par contre, il faut vraiment faire très attention à remonter dans l'histoire, expliquer la colonisation, expliquer ce qu'est le racisme, expliquer ce qu'a été l'histoire du Rwanda dans ces paramètres-là. Parce qu'aujourd'hui, ce renouveau de l'idéologie génocidaire, c'est toujours dans l'idée que l'Afrique doit être disponible pour les multinationales, pour le pillage des minerais, pour le pillage des ressources. Donc si l'idéologie aujourd'hui connaît un rebond, c'est aussi pour ces causes-là, il faut le comprendre. Donc nos explications doivent être complètes, complexes et à la fois adaptées à un public jeune avec le vocabulaire qui va bien et aussi le format. Vidéo, texte, culture, vraiment mélanger tout un tas de médiums pour réussir à toucher nos publics. Ouais. Alors maintenant, pour le côté d'ensemble, pour se souvenir, éduquer, protéger, construire l'avenir, en quoi les espaces de dialogue, donc, comme les cafés littéraires ou les rencontres publiques, renforcent-ils la mémoire collective? Ces rencontres sont extrêmement importantes. Elles doivent avoir lieu au Rwanda, comme ça a été le cas depuis Kwibuka 30 et puis ça a été continué cette année. Mais ça entre vraiment dans une stratégie plus globale de devoir aller sur tous les terrains. On répète toujours, il faut aller sur les réseaux sociaux. Maintenant, les gens ont commencé à comprendre et c'est très bien. Mais il faut aussi aller sur le terrain de la culture. Il faut aussi aller sur le terrain des médias. Il faut que nous réussissions à former les futures Amandine et aussi les futures dans d'autres pays, en dehors du Rwanda, les futures Mathilde Mukamabano, par exemple.
dans l'académie. C'est important quand des personnes ont cette envie de travailler sur l'idéologie, sur la philosophie, sur la lutte contre l'idéologie de haine, de les pousser à continuer et de créer leur réseau au Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Donc la culture, les cafés littéraires s'entrent dans cette stratégie-là globale de vraiment utiliser tous les moyens pour préserver la mémoire. Alors ça fait combien de temps déjà que vous êtes militante de la mémoire? Ça fait combien de temps? Ça fait depuis mes 18-19 ans. Alors maintenant, vous êtes chercheuse. Quelle est l'expérience? Qu'est-ce qu'il y a de plus pour l'année que vous venez de passer dans cette fonction? Alors, ce qu'il y a de plus, c'est encore une fois les nouveaux réseaux. C'est toujours cette recherche de ne pas se parler à nous-mêmes et d'aller conquérir toujours des nouvelles sphères qui n'ont jamais entendu parler de l'histoire du Rwanda, qui n'ont jamais entendu parler de l'idéologie du génocide et qui, s'ils entendent les opinions et les fake news venant de nos adversaires en premier lieu, vont les croire. Donc c'est vraiment important dans chacun de nos domaines de toujours pousser pour aller plus loin, pour se mettre un petit peu en danger, pour aller chercher de nouveaux réseaux, de nouveaux alliés. Et c'est ce que j'ai commencé à faire cette année à New York en parlant aux universitaires de la City University of New York, mais aussi de d'autres universités avec lesquelles on travaille en sociologie. Ouais. J'ai aussi vu sur les réseaux sociaux, vous faites partie de différents dialogues. Quelle est la différence entre là où vous étiez en Europe et maintenant aux États-Unis par rapport à la désinformation sur la question du Rwanda qui était cible depuis comme 9 à 12 mois? Alors la différence, je dirais, c'est que les réseaux francophones en France, là où j'ai grandi, vécu pendant tant d'années, mais aussi en Belgique, sont vraiment impliqués dans le sens où la Belgique est l'ancien colonisateur, la France a pris la mainmise dans le système de la France-Afrique après la colonisation. Donc la parole politique dans ces pays a été pendant des décennies extrêmement néfaste et l'est toujours dans certains pans de ce continent qu'est l'Europe. Et donc, j'ai dû en Europe faire face à cette idéologie vraiment portée de manière consciente par les hommes politiques, les hommes de culture, d'autres cercles journalistiques par exemple ou associatifs. Et aux États-Unis, c'est un peu plus de l'ignorance avec un racisme banalisé, où ils vont penser qu'en Afrique, toujours nos ethnies, nos peuples s'entretuent et que c'est quelque chose de naturel, et où ils vont être touchés à cause de cette négrophobie par l'idéologie anti-Tutsi, de se dire que voilà, les Rwandais, les Tutsis, leur pays réussi, est bien organisé, donc quelque part c'est bizarre, donc il doit y avoir quelque chose de caché derrière. C'est ça le problème qu'on va avoir aux États-Unis, avec aussi la présence d'associations, des so-called des droits humains, mais qui sont très néfastes depuis les années 90, comme Human Rights Watch, comme Amnesty International, qui malheureusement sont très respectés, mais qui diffusent toujours de la désinformation, du racisme à notre rencontre. Ouais. Alors, vous êtes la personne appropriée à qui je peux poser cette question. Maintenant, on encourage les gens à venir sur les réseaux sociaux, à suivre des personnes qui écrivent bien, méticuleusement, comme les académiciens. Alors, on voit en termes de désinformation, il y a des personnes très intellectuelles qui, dans la désinformation, qui peuvent vraiment corrompre ceux qui sont en train de commencer la recherche. Quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui viennent en termes de trouver l'information, qui croire et qui ne pas croire, si on veut vraiment s'informer sur les réseaux sociaux? Alors moi, j'ai toujours une phrase assez simple pour répondre à ça. Il faut que les personnes fassent leur choix. Est-ce qu'elles décident de faire confiance en les cercles, réseaux, associations de personnes survivantes du génocide contre les Tutsis, ou est-ce qu'elles décident de faire confiance en les cercles, réseaux, chercheurs, penseurs proches des tueurs? Et ça peut paraître une question assez facile comme ça, mais on voit par exemple qu'aujourd'hui un texte négationniste, raciste, partagé par exemple une personne condamnée pour ces choses-là, Charles Onana, va être repartagé par des personnes qui se disent de bonne intention. Alors moi, je leur dis tout simplement, regardez les sources. C'est des choses qu'on apprend, je pense, à l'école, au lycée, au collège peut-être même. Quand on voit un texte, on cherche l'auteur, on fait une recherche sur l'auteur, sur ses réseaux, et on essaie de comprendre quel peut être l'intérêt de la personne à diffuser tel et tel discours. C'est vraiment ça, la chose la plus simple à faire. Alors avant de vous laisser partir,
dire, dans votre chemin de militante de mémoire, quel message pourriez-vous partager à ceux qui nous suivent en termes de le chemin, vous en êtes où maintenant? Qu'est-ce qui rend votre fierté? Ou bien c'est quoi le défi? Et, quelque chose comme un appel aux autres personnes qui puissent vous rejoindre. Toujours le même message, rejoignez-vous, mais surtout ne vous démoralisez pas. J'ai entendu beaucoup ces derniers mois des personnes dire « mais c'est terrible, c'est triste, pourquoi en sommes-nous toujours là ?» Mais il faut savoir qu'à chaque crime contre l'humanité, l'esclavage, la traite transatlantique, l'Holocauste, chaque crime contre l'humanité a son négationnisme et son discours de haine qui résiste. Nous, il faut simplement qu'on reste à un niveau supérieur et que nos voix soient les plus fortes. Il y a de l'espoir, il ne faut pas se décourager et il faut se dire que c'est un combat collectif. Quand on pense qu'on est tout seul face à ce challenge, on peut se sentir très vite déprimé, sous l'eau ou face au pied d'une montagne, mais collectivement, nous sommes plus forts. Et ça, on commence à vraiment le comprendre. On peut faire, si tu permets, on peut faire un rappel sur les réseaux sociaux, parce que beaucoup de gens pensent à TikTok, pensent quand on parle de jeunesse, et d'autres pensent à Threads. Est-ce qu'il y a une particularité, une insistance pour que chacun se sente concerné et savoir où se diriger? Parce que vous êtes souvent sur les réseaux sociaux. Schématiquement, je dirais qu'Instagram, Threads et TikTok sont des bonnes plateformes pour partager des expériences personnelles, pour témoigner. Moi, j'aimerais tellement que plus de personnes témoignent. On a beaucoup d'amis qui ont grandi au Congo, qui ont eu des expériences de l'idéologie anti-Tutsi, pas que au Rwanda, mais dans la région élargie. Ça peut permettre aux personnes de comprendre qu'est-ce que c'est l'idéologie du génocide. Témoignez, faites parler vos aînés, parlez sur les réseaux sociaux, écrivez dans vos stories, écrivez des threads et vraiment essayez d'atteindre ces plateformes qui, pour moi, sont populaires. La plateforme X est en train de devenir, comme je disais, un petit peu bizarre. Il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et ne pas se concentrer uniquement sur X, où maintenant on se parle un peu entre nous à cause de l'algorithme. Et pour les personnes qui ont une facilité vraiment à s'exprimer, alors là, il faut aller sur TikTok. Oui. Vidéo entre 1 et 3 minutes. Il y a des petites sœurs, nos petites sœurs qui ont commencé un travail extraordinaire cette année et il faut l'amplifier, il faut le continuer et le soutenir. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Jessica Mniza, militante de la mémoire, et maintenant vous êtes doctorante et professeure adjointe en sociologie à la City University à New York. Merci pour avoir répondu à notre invitation. Merci. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étaient au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Di Kumasabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.